Bonjour et bienvenue à tous sur cette dernière conférence du cycle e-commerce, déjà le monde d'après. Alors on va parler à la fois du WMS et à la fois d'un e-commerçant que tout le monde connaît, Spartoo. Donc le WMS, pierre angulaire d'une organisation résiliente chez Spartoo. En effet, on ne pouvait pas non plus, dans ce cycle de l'e-commerce et pouvoir se projeter un peu, on ne pouvait pas oublier un des... Si on fait le buzzword bingo de 2020-2021, on va parler d'agilité, on va parler sans doute de performance, mais on va aussi parler de résilience. Alors c'est effectivement le thème et le sujet de cette conférence, avec une société donc, qui fait référence dans l'e-commerce français, Spartoo, et puis son partenaire technologique, BK System, donc éditeur du WMS Speed. Donc pour en parler, j'ai Stéphane Bulliot, qui est le directeur général de Toolog, qui est la filiale logistique de Spartoo. Bonjour Stéphane. Et François Bisbrook, qui est le président de BK System. Bonjour. Voilà, parlez bien fort dans le micro, comme ça en plus ça incite les gens qui sont à l'extérieur à se dire il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a déjà pas mal de monde, donc c'est très bien. Je vous laisse et puis je reviendrai pour les questions par la suite. Bonjour, donc Stéphane Bulliot, je dirige la logistique du groupe Spartoo. Donc Spartoo, on est leader de la distribution de chaussures par Internet. Spartoo, c'est 10 000 marques, 1 million de références, une marketplace, 30 pays distribués en Europe. Spartoo, c'est 400 collaborateurs, avec une richesse de nationalités, puisque notre service client est internalisé, il est à Grenoble. 134 millions de chiffre d'affaires en 2020, une croissance encore de l'ordre de 15 à 20% sur 2021. Et puis surtout, une approche customer-centrique pour vraiment mettre le client au cœur de toutes nos actions et ce qu'on pourrait appeler un effet waouh. Voilà, c'est ce qu'on a toujours recherché, cet effet waouh, c'est d'avoir une large gamme, une offre riche, enrichie en permanence. C'est d'avoir une logistique performante, c'est d'avoir un site relativement simple d'utilisation, des conseils aux clients sur la taille, des conseils via des influenceuses aussi sur des marques. Et puis, puisque c'est ce qui nous concerne le plus aujourd'hui, sur une logistique, d'avoir une logistique ultra performante, car quand on livre en web, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Autant on va en grande surface, on n'est pas content, on revient. Autant quand on attend son colis, si ce n'est pas la bonne paire de chaussures, si c'est du bleu à la place du rouge, non seulement le client est perdu à 99%, le retour dans la politique de notre entreprise, c'est envoi gratuit, retour gratuit, donc on a une reverse logistique à traiter, et une désorganisation de toute la chaîne logistique. C'est également aussi une livraison rapide, très rapide. C'est une possibilité de commander le jour J jusqu'à 17 h pour être livré le lendemain. Et c'est enfin une reverse logistique aussi très efficace, de manière à ce que, comme 17 à 20% des produits reviennent, qu'ils puissent être retraités très rapidement afin que le remboursement soit opéré efficacement et rapidement, et que nous, on puisse retraiter le produit et le remettre en stock. Voilà. L'effet waouh, c'est aussi une customisation, un branding de nos emballages, de manière à que tout commence dès l'arrivée du colisiste avec le colis Spartoo. Waouh, mon colis arrive. Waouh, c'est la bonne paire. Waouh, ça me va, je suis content. Waouh, je recommande. Voilà. Donc pour faire cette logistique, on a un entrepôt sur Saint-Quentin-Falavier, dans l'Isère, près de Lyon. Donc on a 52 000 m², donc c'est 23 000 m² au sol et le reste en surface développée, ce sont des mezzanines. On a 600 000 emplacements de stockage avec un stockage original, c'est un stockage KO, c'est-à-dire qu'on n'affecte pas une marque, une taille à un emplacement, mais bien un stockage en aléatoire complet, c'est-à-dire qu'on va, grâce au WMS et la localisation, pouvoir affecter n'importe quel produit à n'importe quel emplacement, que ce soit du Nike, du Converse, du Kickers, etc. On va pouvoir tout mélanger. On a aujourd'hui 1,8 million de pièces en stock. Bousculé par notre croissance, on vient d'ouvrir un deuxième dépôt, c'est tout frais, on a ouvert il y a quelques semaines, qu'on est en train d'équiper. On a une particularité qui aura son importance sur la souplesse du WMS, c'est des saisonnalités. Alors non pas trop à Noël, mais surtout sur les soldes.
On va passer à peu près d'une centaine de personnes à 160, 170 personnes. Et surtout sur la partie accélération de volume, c'est-à-dire qu'on est du x5 quasiment. On descend avant les soldes, il y a un phénomène tsunami, c'est-à-dire que les volumes se retirent un petit peu, tout le monde met dans le panier, les soldes arrivent, la vague arrive, et on va descendre à 6-7 000 paires de chaussures et remonter à 30-35 000 pour la journée. Donc c'est qu'il a là toute la souplesse de l'outil qu'on a mis en place a son importance. Tu aurais pu parler également du nombre de commandes journalières. Bien, donc nous, BK System, nous sommes éditeurs de solutions WMS et APS. On a une solution qui s'appelle Speed WMS. On est basé également en Nord-Isère. Ça fait 20 ans qu'on existe. Et on a également des agences en France, dans le Nord, sur Lyon et sur la côte ouest. Voilà, on est à peu près 70 collaborateurs et on a 170 clients à peu près, ça augmente tous les ans, en France et à l'international. En Europe, bien sûr, on est en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Espagne, et puis beaucoup en Afrique. On est dans une vingtaine de pays en Afrique. On a une grosse activité sur le Maroc. On est considéré là-bas comme les numéros 1 au Maroc, avec des belles plateformes aussi. La logistique bouge beaucoup dans ce pays. Et on est également aux États-Unis en accompagnant nos clients. Voilà. Nos clients sont des clients plutôt en général assez importants, mais on a des clients de tout type. On travaille sur toute nature d'activité. Donc avec Spartoo, c'est du e-commerce, mais on est également chez des distributeurs, chez des gens qui font de la cosmétique sur Internet comme Aromazone, Bleu Libellule, c'est des boutiques. Voilà, donc on est un petit peu dans tout domaine d'activité, que ce soit la cosmétique, l'alimentaire, la téléphonie, voilà, il y a dans tout domaine d'activité et principalement la plus grande partie de nos clients sont des prestataires de services en logistique également, qui représentent 70% de notre activité. Et ces gens-là choisissent notre solution parce qu'ils y trouvent une solution assez agile et réactive. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Spartoo a choisi Speed, parce que quand on a démarré la relation avec Spartoo, on a été bien sûr benchmarké. Donc les gens de Spartoo ont fait le tour un petit peu du marché pour trouver la solution qui s'adapterait le mieux à leurs problématiques. Et c'est comme ça qu'ils ont choisi Speed. Voilà. Alors effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet, on a fait le tour donc, des WMS existants et on est parti de nos particularités. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on voulait, par rapport à, nous étions prestés pendant le début de l'existence de Spartoo, qui est né en 2006. Pendant quelques années, on a été prestés pour nous concentrer sur le cœur de notre business, c'est-à-dire la vente, le sourcing et la vente. Et après, avec une taille critique suffisante, on a décidé d'internaliser notre logistique. Donc c'était en 2015. Donc on voulait opérer une montée en gamme. Opérer cette montée en gamme et la conserver même pendant les périodes de très forte activité, même pendant ces aléas de volume où on descend, où on fait du x5, où on remonte, etc. Et puis aussi, on voulait devenir, bien sûr, les meilleurs. Être la référence en e-commerce et en e-logistique sur la partie chaussures. Donc, les enjeux qu'on a eus liés au Covid, c'est beaucoup de commandes, énormément de commandes sur la partie post-premier confinement. Ça a été... alors, on avait déjà anticipé ça quand on a lancé le projet en 2015, rendre nos métiers attractifs, rendre le métier d'opérateur logistique polyvalent, d'agent logistique, attractif. Et puis, alors, ce que je voulais, moi, par-dessus tout, dans tout ce qu'on a mis comme outil en place, que ce soit en mécanisation en WMS, je voulais que la dimension humaine soit prise en compte. Justement, parce qu'on avait cette problématique de petit volume et très gros volume. Et ça, soit on part sur des investissements majeurs en mécanisation, robotisation ou autres, avec des capex énormes, parce qu'il faut dimensionner sur la crête, ou soit on part sur une solution relativement agile de mécanisation
Et là, le WMS a toute son importance dans l'agilité et dans la simplicité. Donc on voulait qu'on puisse intégrer très rapidement des personnes, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez à peu près 50 ou 60 personnes à intégrer pour une durée de 3 semaines, un mois, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une courbe d'apprentissage d'une semaine. Il fallait qu'on réduise cette courbe d'apprentissage au minimum. Le minimum, pour moi, c'était quelques heures. On cherchait un WMS qui soit avec un cœur quand même construit, un cœur déjà éprouvé dans l'utilisation, et cette souplesse périphérique de développer des spécificités qui étaient vraiment propres à notre business. Et là, on en parlera en fin de cette conférence, mais on s'était projeté aussi en se disant les choses évolueront et il faut que notre WMS ait cette capacité à nous suivre dans nos évolutions. Former les collaborateurs rapidement, ça voulait dire aussi avoir des outils logistiques simples. Voilà, plus on complexifie les choses, plus les courbes d'apprentissage sont complexes et longues. Du coup, on a travaillé avec François et BK Systems sur des outils schématisés en un clic. Aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel site internet pour commander. Vous ne voulez pas faire 15 clics, ouvrir 15 pages, vous voulez aller directement droit au but. Un clic, je commande, c'est dans le panier, j'ai payé. Et on a réussi à transposer ça dans la partie opérationnelle de la logistique, c'est que tout process se réalise en un clic. C'est-à-dire que le WMS, en un clic, permet de faire une opération de réception, de faire une opération de rangement, de préparation, d'expédition. Voilà. Alors, en termes d'architecture, le WMS est effectivement au cœur de l'entrepôt. Hein. Il va échanger des données avec le back-office de Spartoo. Essentiellement des commandes qui vont descendre et en permanence, on va remonter les flux pour informer le back-office que les choses, l'avancement. Voilà. Le WMS est également en liaison avec la mécanisation, qui est une mécanisation, comme le disait Stéphane, plutôt légère finalement, hein, puisqu'on va utiliser la mécanisation à la fois pour faire de la réception automatiquement, donc il y a une partie là-dessus. Ensuite, c'est surtout du convoyage, et après sur la partie amont de la préparation, c'est du tri et c'est du tri pour orienter les produits vers les transports, vers la destination. Voilà. Il y a, si tu veux dire quelque chose. Alors, c'était un choix de segmenter les différents outils. Aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs ou même de concepteurs de mécanisation vont vous proposer WCS, WMS, TMS, le package sur un seul noyau. C'était un choix de se dire, on a un TMS qui s'occupe de l'éditique, on a un WCS qui va s'occuper de piloter la mécanisation et on a un WMS. Alors, ce choix, pourquoi? C'est pour aller chercher de l'efficience dans chacun des cœurs d'activité de ces spécialistes, avec la complexité, c'est de les faire parler entre eux. Voilà. Et ça, il fallait qu'on ait quand même un leader dans tout ça. Ce leader naturel, c'est le WMS qui le prend, en disant c'est lui qui va pinguer un petit peu les informations à droite, à gauche. Et la particularité que nous avions, c'était que nous voulions rentrer aussi sur un schéma de RFID. Alors, RFID, non pas de masse, en lecture de masse, mais de RFID en cadence. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on arrive à faire passer 1500 colis par heure avec une lecture RFID pour valider le contenu du colis. Et ça, à l'époque, il y a 7 ans, personne ne savait le faire, même s'il y avait des gens très en avance sur la RFID, sur de la lecture globale de masse, de fermer la porte, de lire et d'arracher les tags et les informations. Et nous, on avait cette complexité. Et la complexité, c'était de faire communiquer cette RFID avec le WMS et avec le WCS. Et c'est le WMS qui a pris le lead pour arriver à communiquer entre tous ces organismes. Voilà, donc en fait, le lien avec ces différentes technologies est relativement simple, puisque la RFID consiste à premièrement étiqueter tous les produits. On a vu tout à l'heure, il y avait 1,5 million de pièces en stock. Il y a 1,5 million de tags RFID différents qui identifient parfaitement chaque unité stockée.
Et donc, en fait, les tunnels RFID qui sont positionnés sur le long de la chaîne vont simplement remonter au WMS les informations qu'ils captent au passage des bacs ou des colis qui transitent sur la chaîne. Et c'est le WMS qui va interpréter en fonction de l'arrivée de l'information du tunnel pour savoir ce qu'il va en faire. Ça va être à la réception, identifier les produits pour savoir où les orienter parmi les 600 000 emplacements, vers quelle zone il faut orienter les produits. Ça va être au niveau de la préparation, à partir du moment où on aura ramassé les produits, reposé ça dans des bacs et le convoyeur va diriger ça vers la zone de préparation-répartition. Et à ce moment-là, la RFID va remonter au WMS les bacs qui sont préparés et c'est le WMS qui va dire au système de convoyage, tout simplement, ce bac-là, tu l'orientes sur la zone de préparation multi-référence, sur la zone de préparation mono, vers les boutiques, vers les hors gabarits. Voilà. Donc, ça veut dire que en fait, les liens entre la RFID et le WMS sont extrêmement simples, les flux extrêmement simples. Même chose sur le WCS. En fait, le WCS a deux fonctions dans ce dépôt. Une première fonction qui est l'identification des produits à l'arrivée sur la chaîne à l'entrée. C'est-à-dire qu'on automatise, on pose les boîtes telles qu'elles arrivent sur la chaîne et elles sont lues par le système de convoyage et on informe le WMS qui produit une étiquette qui est collée par le convoyage. Ça, c'est la première étape. Et puis, tout le reste, en fait, c'est le WMS qui dit au convoyeur où il doit aller orienter les colis. Et le dialogue est donc extrêmement simple. Voilà. Je dis ça par rapport à d'autres organisations qui s'appuient beaucoup sur le WCS pour faire des activités de préparation, etc. Pour moi, je pense que c'est plutôt du ressort du WMS d'organiser tout ça, et notamment quand on est dans un système qui est multiflux, où on va traiter des flux totalement différents. Si on commence à sous-traiter trop de choses au WCS, on perd une certaine globalisation des choses. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est le TMS, je crois qu'il y a 40 transporteurs. Voilà. Oui, quarantaine. Voilà, donc c'est le WMS qui sous-traite au TMS la récupération des étiquettes, et ensuite c'est transféré au WCS pour à la pose d'étiquette. Voilà. OK ? Tout juste. Alors, c'était une vraie réussite, effectivement, quand on a démarré ça. On a passé beaucoup de temps en amont, notamment tous les deux, en phase d'interview, comme on dit, pour construire quelque chose qui soit différent. Alors, pourquoi quelque chose qui soit différent ? Parce que le constat de partir d'une page blanche, et j'ai eu cette chance-là avec Toolog, c'est que si on fait la même chose que tout le monde, on aura les mêmes ennuis que tout le monde. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose de différent. Et donc on est parti sur une solution ultra simple. Et ces process en un clic permettent d'intégrer très rapidement. La mécanisation, on en parlait, est au service de l'humain. Ce n'est pas une mécanisation en flux poussé, c'est vraiment un flux tiré. On ne voulait pas une mécanisation qui cadençait l'organisation, mais bien l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'organisation qui va cadencer notre mécanisation, de manière à ce qu'on puisse aussi garder le côté dimension humaine de l'outil. Et, pour être tout à fait honnête, les CAPEX en investissement n'étaient pas non plus extensibles pour une grosse mécanisation. Les opérateurs, alors on a fait plusieurs choses pour qu'on puisse rendre ça très attractif et très facile en termes d'intégration, notamment donc, le WMS, le développement de tous les process en un clic, la simplification des process, et puis on est parti sur quelque chose aussi d'original, et on était les premiers il y a 7 ans, c'est de transposer le WMS sur des outils grand public, sur des tablettes et des smartphones. Tablette commandée chez un e-commerçant également, smartphone commandé chez un collègue e-commerçant, de manière à quasiment rendre le support comme un consommable. C'est-à-dire qu'on passait d'une tablette durcie à 1800, 2000 € à une tablette grand public à 200, 300 €, qui permettait, alors de minimiser l'investissement,
2, d'avoir des outils que tout le monde connaît. C'est-à-dire quand on intègre un intérimaire, qu'on le met sur une tablette, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de manipuler et de naviguer dessus. Et la complexité, la petite complexité qu'il y avait, c'était qu'on puisse transposer le WMS, qui était plutôt habitué à travailler sur des environnements durcis, de le transposer sur de l'environnement grand public. Donc ça a été relativement simple, François, si je ne me trompe pas. Quand on a démarré, on avait bien sûr, comme tout projet, on pose des datas et on se dit, voilà, si je fais ça, clic droit Excel, paf, ça va faire ça et je vais gagner ça. Ça, c'était la théorie, comme d'habitude. Et la pratique, pour une fois, la réalité, ça a été qu'on a explosé toutes les prévisions qu'on pouvait faire sur la fluidité de la chaîne. Notamment, beaucoup grâce à la RFID. Parce que la RFID permet aussi de supprimer beaucoup de clics, de bip. C'est-à-dire qu'on n'a plus à prendre les produits, à les biper, à les poser. C'est-à-dire qu'on les pose une fois et les tunnels de lecture font le reste. On a eu des productivités suivant les secteurs entre 10 et 30%, les gains de productivité. Et puis surtout, je pense que là où on a vraiment gagné quelque chose, et j'en parlais tout à l'heure sur la partie customer, c'est les erreurs. Aujourd'hui, on est assez fiers de dire qu'on fait une erreur pour 30 000 commandes. Les process qu'on a mis en place, j'en donne un tout simple, qui est tout bête, c'est-à-dire que quand on fait de la préparation de commandes, on a un outil, on a un support, papier, vocal, pistolet ou autre, et on va à l'emplacement, on prend le produit, on le bip et on dit « je l'ai pris ». Et nous, on a raisonné à l'envers, c'est-à-dire qu'on a fixé le support sur le chariot et la personne doit prendre le produit à la main et le biper sur le chariot. Et à partir de ce moment-là, si ce n'est pas le bon produit, on a fait bloquer la suite de la préparation de commande, descendre une information au chef d'équipe, soit sur son smartphone, soit sur son écran, pour dire attention, il y a une erreur de préparation à tel étage. Et du coup, alors la personne peut continuer volontairement, ce qui n'est jamais arrivé, mais du coup, ça détrompe et ça lui permet de reposer la boîte et de prendre la bonne boîte. Ensuite, cette boîte, elle va partir dans un schéma de convoyage jusqu'à un tunnel RFID. Donc, si c'est une boîte monoproduit pour une commande, on met ça dans un carton qui va être étiqueté avec un sériel. On passe dans un tunnel où on va venir lire le sériel et arracher la puce RFID pour venir associer le carton et la boîte jusqu'à la pose de coiffe, où là, on sera en aveugle, et coller l'étiquette transport. Si le produit n'est pas attendu, la réservation a été faite en amont par le back-office via le WMS, on attend tel produit avec tel numéro de support unique. Si le produit n'est pas attendu, il est éjecté, cette commande n'est pas prévue. Pareil pour la reconstitution d'une commande multi-produit, on prépare, on reconsolide dans des ruchers. Si on met et là, du coup, il n'y a pas de rebipage pour mettre dans le colis. On pose, on met dans le colis. On s'assure simplement de la présentation visuelle pour notre effet waouh. On pousse le colis sur la chaîne, on lit dans le tunnel. Et le tunnel va dire, tiens, ce produit, c'est bien pour Madame Michu à Bourgoin-Jallieu. C'est OK, la commande, elle part à la pose de coiffe. S'il y a une erreur, le produit va sortir sur une gare. Et là, on a un module de relecture de chaque produit pour vérifier quel est le produit en erreur. Alors, l'erreur peut être effectivement d'un étiquetage défaillant à l'entrée, puisqu'on étiquette 100% des produits, ou l'erreur peut être aussi sur une lecture de tag qui ne se fait pas, parce qu'on a beau avoir une évacuation des tags invalides à l'impression, il peut quand même y avoir des tags qui se sont pincés, la puce ou l'antenne sont devenus du coup invalides. Voilà. Alors, les projets. On a plein de projets. On a surtout des projets, on a l'actualité qui nous amène des projets. On parlait de résilience avec le Covid, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse se réinventer, sans cesse anticiper aussi. Puis on a des projets aussi de vie d'une entreprise, c'est-à-dire que ça fait 7 ans qu'on a démarré notre logistique. Et quand on a une activité, on cherche toujours à l'améliorer. Donc je dirais que quelque part aujourd'hui, on est arrivé quasi à un plafond d'amélioration de nos productivités sur la logistique. On a travaillé sur des outils de Lean, on a travaillé sur l'amélioration continue et on recherche aujourd'hui cette action de rupture qui nous permettra de franchir un palier. Pourquoi ? Parce que l'érosion du gain de productivité, même si tous les ans on continue à gagner quelques pourcentages, on n'arrive plus à rattraper la croissance des hausses sur la matière, carton, plastique, papier, sur les masses salariales qui augmentent mécaniquement aussi.
Et du coup, on est obligé d'arriver sur une action de rupture, sinon on va voir nos rentabilités logistiques s'effondrer. Ça, c'est un premier point qui va amener le sujet, le projet. Et le deuxième point, c'est de se dire, c'est difficile de recruter aujourd'hui, c'est difficile de trouver des opérateurs, mais je pense que dans un avenir proche, il sera encore plus difficile de trouver du middle management. Pourquoi? Alors, on parlait de résilience via la pandémie. Au mois de mars l'année dernière, je me suis retrouvé pour le premier confinement avec une chute des volumes. J'étais donc sur l'entrepôt avec une vingtaine de personnes et j'étais aux manettes. Donc j'ai dû remettre le bloc de chauffe et j'ai dû repiloter les volumes, les flux, qui va où, etc. En fait, c'est plutôt les collaborateurs qui m'ont expliqué comment il fallait faire, où aller, parce que je me suis rendu compte que même avec le temps, on complexifie les choses naturellement. C'est quand même fou. Et du coup, nos managers devenaient des gestionnaires de flux, des organisateurs de flux, et non plus avec la part noble du manager qui s'occupe de son équipe, qui la fait grandir, qui est en écoute active. Donc le projet qu'on est en train de lancer avec BK System, c'est d'arriver à une dynamisation de l'affectation des tâches. C'est-à-dire pour avoir cette action de rupture qui va nous permettre, et d'une, de monter en productivité, et deux, de rendre la part noble à nos managers de gestion des équipes, c'est qu'on ne se concentre plus sur la tâche, mais sur l'intertâche. Quand on positionne quelqu'un à un endroit, on sait qu'il y est. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a énormément de pertes de productivité, c'est sur l'intertâche, c'est le moment où on va s'apercevoir qu'il n'y a plus de besoin à cet endroit et qu'il faut le transférer à l'autre endroit. Donc on est en train de bosser sur un système avec un mot qui fait peur, c'est l'intelligence artificielle. Je m'explique, ce mot fait peur, mais il ne faut pas en avoir peur du tout, bien au contraire. On veut essayer d'agréger une multitude d'informations dans un cœur, dans un big data, de manière à redistribuer de la consigne. Ces informations, on va aller les chercher effectivement dans le WMS, puisqu'il y a la notion de flux, il y a la notion de cut-off, il y a la notion de portefeuille, etc. On va aller les chercher dans un SIRH. Ce SIRH va nous amener, par le module de polycompétences, sur quoi les gens sont formés. Donc on a identifié chez nous une vingtaine de process avec une hiérarchisation de junior à expert. On va aller chercher des formations obligatoires. Toutes les personnes sont-elles formées CAS 16.3, CAS 16.5, différentes autorisations nécessaires à l'activité. On va aller chercher comment on est mécanisé, s'il y a de l'habilitation électrique, s'il y a des spécificités de connaissances machines. On va aller chercher dans l'outil de GMAO toute la disponibilité de la chaîne. Est-ce qu'il y a des points de blocage? Est-ce qu'il y a des points de maintenance prévus? Est-ce qu'il y a une préventive, une curative? Et on va aller chercher sur l'outil de gestion des temps, le présentiel, qui est là à quel moment. Et l'idée est d'arriver à agréger tout ça dans un cœur, dans ce cœur d'IA, on l'appellera expertise intégrée, et après de renvoyer de l'info via le WMS sur des outils digitaux. C'est là où il faut qu'on continue à bosser pour dire, effectivement, l'opérateur, en schématisant, va arriver le matin, va badger, et il va prendre sa tablette ou son smartphone et ça va lui donner tout de suite où aller. Une fois qu'il sera sur son poste, pour limiter ses pertes de productivité à l'intertâche, on va l'informer quelques minutes avant que sa tâche soit terminée de l'endroit où il doit se rendre. À ça, plusieurs complexités. Un, digitaliser l'ensemble des postes de travail. Aujourd'hui, on a 70% de nos postes de travail qui sont avec un support. Il faut qu'on continue à travailler sur les autres postes et trouver comment on va donner l'information. Deux, la polyvalence. Ça veut dire que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une ultra polyvalence de l'ensemble des opérateurs logistiques. Trois, l'alimentation des données. On sait qu'un outil d'IA, d'expertise intégrée, c'est au plus on va lui donner de la data, au plus il sera capable de les digérer et de les redonner. Donc ce projet, c'est un projet d'envergure. Le projet, pourquoi? Parce qu'il nous faut une action de rupture. Il faut qu'on soit aussi en avance un petit peu sur tout ce qui se fait. On l'a toujours été dans notre logistique, on l'a toujours été dans notre approche avec le personnel, sur des process simples, sur de l'intégration, sur des équipes libérées, puisqu'aujourd'hui on est quand même une des premières entreprises de logistique à avoir libéré la moitié de son entrepôt, c'est-à-dire que les horaires sont libres, les gens viennent à l'heure qu'ils veulent. Ça, c'est plus complexe pour la gestion des flux du responsable d'exploitation. Et on n'a pas la volonté de casser notre mécanisation légère pour aller investir sur une grosse mécanisation lourde
très efficaces certainement, mais qui nécessitent des capex énormes. Voilà. Donc voilà pourquoi on a lancé ce projet. C'est un projet, c'est du jus de cervelle, comme on dit. On y travaille dessus, on est au balbutiement, ça devient de plus en plus clair sur les différents outils qu'il faut aller chercher. On est en train de déployer la GMAO sur le site. On a déjà l'outil de gestion des temps, on a un WMS qui a cette capacité à nous suivre. On a le SIRH qui est en construction, on a le tableau de polycompétences qui est fait. On a mis dans nos recrutements une volonté que quelqu'un qui rentre chez nous de 12 à 18 mois, il est polyvalent sur les 20 process identifiés. Donc aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on verrait bien aboutir sur fin 2022, début 2023, pour avoir cet outil dynamique d'affectation des ressources en fonction des compétences. Je tout dis. Je reprends la main. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Je vois la salle très fournie. Il y a forcément statistiquement des gens qui se posent des questions. Comme moi. Moi, j'en ai, mais je ne les sors pas tout de suite. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions déjà. Bon, ben moi, j'en ai une. Juste sur cette partie qu'on vient d'évoquer. Donc, si j'ai bien compris, quelque chose qui est dynamique pour pouvoir affecter des tâches de manière très rapide en fonction de l'évolution un peu des flux dans l'entrepôt. Quelle est la différence avec ce qu'on voit dans des modules de labor management dans le WMS? Là, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Je vois par exemple, il y a le côté peut-être aussi digital, sur l'outil digital pour les utilisateurs qu'on ne voit pas forcément partout. Alors, il y a ce côté digital, effectivement, puis il y a ce côté présence, c'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui, tous ces outils fonctionnent sur une base de planification. Nous, ce qu'on veut intégrer, c'est la présence par rapport à l'outil de badgeage, c'est-à-dire que la personne va être là, on sait qu'à l'instant T, elle est là, elle peut s'absenter pour sa pause, elle va rebadger et automatiquement, on va redistribuer sa tâche à quelqu'un d'autre ou on va anticiper que sa pause est à telle heure. Comme on est dans des horaires libres, pour une partie de l'équipe, ça veut dire qu'on n'a pas une équipe qui prend son poste à un horaire fixe, avec une planification possible sur cet horaire fixe. Et du coup, il va falloir le redynamiser sans arrêt en fonction de l'heure à laquelle arrive la personne. D'accord, donc c'est vraiment en temps réel. C'est du temps réel, c'est ce qu'on cherche. Alors, pourquoi aussi? Parce qu'il y a quand même la volonté de redonner au chef d'équipe sa part noble de manager, d'aller auprès des gens, de s'occuper d'eux, de les former, de les faire monter en compétences, d'avoir de l'écoute active, et non pas d'être omnibulé par son tableur Excel pour gérer ses flux, pour savoir qui j'ai placé là, ou son tableur Excel ou son outil. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on a fait un pari chez Toolog au niveau de la logistique, c'est d'avoir des horaires libres. Pourquoi? C'est pour aussi toucher des populations qui sont en marge du travail, notamment toutes les cellules monoparentales. Voilà, c'est une volonté d'aller chercher des travailleurs handicapés, des seniors, des cellules monoparentales qui ont des soucis d'organisation. Donc on leur permet, avec ces horaires libres, de pouvoir poser les enfants à l'école ou à la nounou. Pardon. Ça va nous permettre de toucher des publics qui sont un petit peu en marge de l'emploi aujourd'hui et ne pas avoir, alors je touche du bois, aujourd'hui on n'a pas de difficulté de recrutement chez Toolog au niveau de la logistique. Ok. Est-ce qu'il y a il y a une question dans l'assistance. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Rabé de Coliland, d'Anis, prestataire logistique. Si demain, vous partez d'une feuille blanche pour un 3e, 4e entrepôt, est-ce que vous resteriez sur la même organisation aujourd'hui avec ce que vous venez de décrire? Ou alors, est-ce que vous envisagez quand même d'essayer d'utiliser les nouveaux outils type HAI ou autre pour pouvoir justement pallier à ce problématique d'avoir du personnel qualifié en permanence, ce genre de choses-là que nous rencontrons aussi? Alors j'ai l'occasion de repartir d'une feuille blanche parce qu'on ouvre un 2e entrepôt et on l'a attaqué il y a quelques mois. Je referai quasiment la même chose. Pourquoi? Parce que alors c'est un petit peu réchauffé comme formule, mais je crois profondément aux gens. Voilà, j'aime être au sein des équipes et je crois profondément que la seule valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée d'une entreprise, c'est ce que les gens vont produire, vont fournir. Et vous, comment vous allez vous en occuper. Et plus on va complexifier des choses, plus on va perdre de vue la finalité de la tâche. Et pour moi, la finalité de la tâche, c'est la qualité.
plus on a des process complexes sur un WMS, des process complexes sur une machine, des process complexes sur une organisation, au plus on va perdre de vue ce qu'on doit réellement faire. Et une personne, quand on a simplifié les process au minima avec BK System, c'était pour que quand elle s'occupe de la paire de chaussures, elle s'occupe de la paire de chaussures et elle ne s'occupe pas d'aller d'écran en écran, de session en session pour pouvoir faire la réception de la paire de chaussures ou l'expédition de la paire de chaussures. Je resterai sur une mécanisation simple et je crois que déjà, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on a des grosses variations d'activité à x5, dimensionner sur la crête implique des capex énormes pour 10% de la saison. Donc, soit on abaisse son niveau d'exigence vis-à-vis des clients, c'est ce qu'on n'a pas voulu. Donc, on est parti sur une mécanisation beaucoup plus light, de manière à avoir la souplesse humaine qui vient autour pour répondre sur des taux qualité qui soient les mêmes sur une petite journée de 6 000 que sur une journée de 30 000. Voilà. Enfin, cela dit, maintenant, il y a aussi des solutions de mécanisation qui permettent d'augmenter de manière ponctuelle. On a vu là ce matin des systèmes comme Exotech, par exemple, on peut rajouter des robots, les enlever, etc. Ça reste, moi, je trouve, enfin, je suis admiratif et je trouve que c'est super, justement, là, de mettre l'humain en avant. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que, en termes de volume, par exemple, vous pensez qu'il y a un palier où, parce qu'on entend des discours qui nous disent on ne peut pas, là on a vu l'évolution, puisqu'on là on est sur justement l'e-commerce de demain, vu l'évolution et la pénurie de main-d'œuvre, etc., on ne va pas pouvoir continuer comme ça sur des méthodes classiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre voie? Alors, déjà, je suis fan type Exotex. Moi, je suis un vrai geek et j'adore tous ces outils. Ça me fait briller les yeux. Mais c'est cher. Voilà. Et après, il y a une raisonnabilité à avoir dans l'entreprise qui est de dire on veut de la souplesse et on veut de la rentabilité. On n'a pas aujourd'hui vocation, nous, à avoir des cathédrales ultra mécanisées. Voilà, pour des questions d'investissement. Et puis, moi, je rajouterais aussi une notion. C'est chouette, j'adore, je suis fan de tous ces outils, mais je me pose la question tout le temps, la maintenance, combien de temps? L'utilisation, la formation, combien de temps? Est-ce que c'est vraiment adapté à nous, voilà, à ce qu'on a mis en place? Voilà. Après, si je repartais peut-être d'une feuille blanche, comme vous disiez, monsieur, bon, et puis qu'on me dise c'est illimité, tu as le chèque en blanc, peut-être que j'irai me faire plaisir effectivement avec des solutions comme ça parce que c'est quand même assez éprouvé et efficace. Après, la limite, je disais en préambule tout à l'heure qu'on ne voulait pas faire comme tout le monde. Et on n'a pas fait comme tout le monde sur la mécanisation, on n'a pas fait comme tout le monde sur le WMS et je pense qu'on ne va pas encore faire comme tout le monde sur la partie IA, entre guillemets, et on n'a pas fait comme tout le monde dans la partie managériale. Voilà, aujourd'hui, là, on a une véritable culture du bien-être au travail qui donne envie aux gens de venir chez nous. On ne paye pas plus que nos concurrents. On apporte peut-être quelque chose de différent sur la prise en considération des gens. Voilà. La limite, il y a toujours une limite de toute façon. Si on fait x100 en volume, il y aura une limite quelque part à un moment donné, une limite géographique, une limite mécanique, une limite humaine, etc. Pour l'instant, on ne la voit pas. On l'anticipe. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Ménad Lamini, directeur général du groupe Arcane. Bravo pour votre politique de recrutement, et c'est vraiment sympa. J'avais une question toute bête. Vous avez beaucoup parlé de RFID. La RFID est intégrée à vos produits dès la réception? Vous avez vos produits qui sont étiquetés en RFID? Ou c'est vous qui le faites? Non, c'était une complexité du départ, c'est-à-dire qu'en ayant 900 marques, 1000 marques, enfin 900 sur le site et le reste en marketplace, il nous fallait, on ne pouvait pas prendre les tags de ceux qui existaient déjà. Donc on est parti sur un réétiquetage systématique de tous les produits qui arrivent.
Pour 2 raisons, excusez-moi. Pour étiqueter en RFID, et 2, parce qu'on s'est servi de l'étiquette aussi comme outil logistique avec un code court alphanumérique de 4 caractères qui permet de se repérer dans notre stockage aléatoire. Comme on est sur un stockage KO, du coup, le code court en alphanumérique sur 4 caractères permet tout de suite en visuel, sur un emplacement, il y a à peu près une douzaine de paires de chaussures. L'opérateur, via sa tablette, il sait qu'il faut venir à cet emplacement. Il a un code court qui s'affiche GXCP. Hop, il arrive, le GXCP, c'est celui-là, il ne s'occupe pas de la marque en fait. Et donc vous réétiquetez l'UVC à l'entrée de 100%. l'UVC. Donc 100%. vous dépalettisez l'ensemble de la réception et vous réétiquetez l'ensemble de la réception. Exactement. On a un produit qui s'y prête pas trop mal. On a quelques petites difficultés, plus après sur la partie accessoires, cirage, lacets, etc. Mais on étiquette tout. Et du coup, on a aussi réussi à travailler avec notre fournisseur de mécanisation et le WMS sur de l'étiquetage en dynamique de nos paires de chaussures. C'est-à-dire qu'on a créé une chaîne où les produits avancent et par lecture, communication au WMS, attendu de livraison, sortie du tag en dynamique, collage en dynamique, et on est sur une chaîne complètement automatisée. Très bien. Une dernière question sur la RFID. Du coup, vous avez parlé de tunnel RFID en sortie donc sur la chaîne aval. Ce tunnel RFID permet effectivement d'identifier et de contrôler. Ensuite, vous enlevez l'étiquette. Pourquoi vous enlevez l'étiquette ? On arrache le tag au niveau informatique, c'est extraction des données. Pardon, c'est une expression dans le monde de la RFID que je ne connaissais pas, mais j'aime bien la ressortir de temps en temps. C'est-à-dire qu'on vient arracher l'information qui est écrite sur le tag. Merci beaucoup. C'est-à-dire que là, sur la RFID, le tag, ensuite, vous pouvez le réutiliser éventuellement, par exemple, pour gérer les retours. Pour la reverse, on réutilise le tag. C'est-à-dire qu'on le désactive quand il part, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence, parce qu'on livre nos magasins également, on livre peut-être des détaillants ou autres. Et du coup, quand le produit revient pour un problème de retour, de taille, etc., on réactive le tag via le WMS et du coup, on le reprend pour le nouveau schéma logistique. Et juste par curiosité, les retours, vous disiez à peu près 17 à 20% des produits qui reviennent. Ça a changé quelque chose, le Covid, là-dessus, ou il y en a eu plus, moins Mécaniquement, il y en a eu plus, en pourcentage, pas plus. Peut-être même un peu moins. Sur la reverse logistique, aujourd'hui, nous, on a une organisation qui nous permet de requalifier le produit de manière à rendre 97,5% des produits revendables en l'état. Il y a une autre question. Bonjour, Philippe Venard de Pierce Group Consulting. On ne vous entend pas bien. Vous m'entendez mieux là, ça va ? Un peu mieux. Ouais, donc Philippe Venard du cabinet de conseil Pierce Group Consulting. J'ai une question peut-être plutôt à Monsieur Biesbroek. Dans la solution, là, c'est le WMS qui pilote le WCS, c'est pas ce que j'ai compris. Les critères qui ont conduit à ça, quels étaient-ils ? Est-ce que c'est pas le degré d'automatisation qui est pas très poussé, puisqu'il n'y a pas de matériel de type transstocker, d'AGV ou autre. Est-ce que c'est ce critère-là qui a joué et dans un contexte différent, avec plus de matériel à piloter, est-ce qu'il n'y a pas une logique à inverser en fait, ce pilotage ? Ça, c'est une première question. Et deuxième question concernant l'IA. Ce module est-il intégré en fait, au WMS ou est-il à part ? Et quel est-il si c'est une autre solution ? Voilà. Ok, en ce qui concerne le WCS, en fait, les ordres que l'on va donner au système de mécanisation sont extrêmement simples. On va leur donner l'ordre de déplacer des produits, des bacs de transport d'un endroit à un autre. Ce n'est pas la peine de lui confier plus de choses. On a des cas où ça va plus loin, où on va considérer par exemple dans un transstocker que l'on a affaire à une boîte noire, d'accord, et on va confier un objet à ranger au transstocker et c'est lui qui va se débrouiller pour lui trouver la place et pour le localiser, et on rappellera l'objet pour le récupérer sans notion d'article, de traçabilité. C'est le WMS qui gère ça. On considère ça comme un emplacement dans le système et on dialogue comme ça. C'est une manière de faire. On a eu des cas un petit peu différents avec des gens qui déplacent des étagères et des choses comme ça, où les gens souhaitent avoir le contenu pour pouvoir aller faire un inventaire à l'intérieur des étagères. Et à ce moment-là, en fait, on est capable d'échanger les éléments pour que le WCS fasse
son travail éventuellement de préparation. Mais quelque part, ça a ses limites parce qu'on ne va pas pouvoir faire... on perd de l'agilité dans le mix des flux. Je vous donne un exemple. Si vous considérez que c'est le WCS qui fait la préparation de commandes, si vous avez du cross-docking, vous êtes obligé de rentrer les produits dans le système pour pouvoir les ressortir. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà, donc on fait le réglage de la partition, de qui fait quoi, en fonction du contexte. Et on n'est pas fermé en fait à une solution ou à une autre. On essaye d'aller plutôt dans les choses simples. Voilà. Alors en ce qui concerne la deuxième question concernant l'intelligence artificielle, en fait, dans le système, on va avoir toute une gestion de l'analyse des charges, des flux entrants pour pouvoir automatiser avec des règles de gestion, de l'expertise qui viendra des opérateurs pour pouvoir automatiser la manière dont on va organiser le flux, tenir compte des cut-offs, de la capacité sur les alvéoles de répartition, etc. Ça, Speed le fait naturellement en standard, et notamment avec la dernière version 8 qu'on est en train de sortir. On gère également tout le labour management, donc, et notamment l'évaluation des charges de manière extrêmement précise, de manière à pouvoir ensuite faire de la ventilation de ressources. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre aux attentes, parce que d'un côté, le système va lancer automatiquement en fonction des problématiques, du contexte, du nombre de commandes, des cut-off transporteurs, etc. On va pouvoir remplacer l'expertise des opérateurs par le système. Et deuxièmement, une fois que ça s'est lancé, on connaît les charges de manière précise et les ressources, leurs compétences, les métiers, et on fait de la location de ressources avec ça. C'est le projet. OK ? Et donc, c'est plutôt, je dirais globalement, du standard. D'accord ? Merci. Merci. Une toute dernière question, peut-être ? Ah, oui, à ma gauche. Bonjour, ma question s'adresse à Stéphane Bulliot. Enfin, j'ai deux questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de stockage KO. Et ensuite, j'aimerais savoir comment vous organisez en fait vos préparations de commandes en fonction de ce que vous avez évoqué sur vos employés qui sont en horaire libre. Voilà, merci. Ok. Le stockage KO aléatoire, c'est simplement de dire que comme le produit, on l'a étiqueté en entrée et qu'on lui a mis un code court et un code à barre donc d'identification, ce produit-là, à partir du moment où on a un code à barre sur l'emplacement et un code à barre sur le produit, le WMS, c'est lui qui fait le job. On bip le code à barre du produit, on bip le code à barre de l'emplacement. Vous pouvez stocker 25 paires de Nike bleu en 44. Vous bipez, vous l'affectez, vous allez déclarer qu'il y a 25 paires de Nike bleu en 44 sur cet emplacement. Nous, on est parti du principe qu'on ne voulait pas avoir un rangement en mode magasin de chaussures, on voulait avoir un rangement en mode logistique, c'est-à-dire efficace, boucher les trous. Et notamment, il n'y a pas. Du coup, on peut mettre de la Nike, de la Birkenstock, de l'Adidas, etc., et nos marques propres. Et on bip, et on bip sur l'emplacement. Et donc, du coup, on a affecté ces produits à cet emplacement. Et le WMS, derrière, fait le job de dire ce produit, il est reconnu ici. Donc, quand je lance ma préparation de commande, mon chemin de préparation va venir piocher ici. Voilà. C'est notamment par rapport à beaucoup d'autres solutions de rangement, on n'a pas d'affectation. Les rangeurs ne sont pas guidés. Le rangeur range où il y a de la place. Voilà. C'est-à-dire qu'il va venir, il prend son allée. Alors, c'est des systèmes de gare. On ouvre ou on ferme les gares en fonction du taux de saturation d'une zone et non pas de l'entrepôt. C'est vraiment par zone. Et on va dire, bah voilà, cette zone elle est pleine à 98%, on la ferme. On va la laisser se vider naturellement par les commandes. Cette zone est pleine à 70%. On va aiguiller les bacs. Alors, cet intérêt
d'aiguiller en fonction des taux de remplissage. Il est là aussi d'ouvrir ou de fermer les zones. Il est plutôt pour le taux de remplissage. Il est aussi managérialement parlant. Ça vous évite sur 53 000 m² d'avoir un rangeur disséminé, des rangeurs disséminés de partout. Vous dites je travaille sur le niveau 2 de la mezzanine 3. Hop, vous fermez tout le reste et tout le monde va venir ranger ici jusqu'à ce que le taux de saturation soit atteint. Et après, vous allez ranger sur d'autres emplacements. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est mon responsable d'exploitation qui pourrait en parler beaucoup mieux que moi, qui se fait beaucoup de cheveux blancs pour organiser ses journées en fonction des horaires libres. Alors les horaires libres, on les a surtout affectés à la reverse logistique. C'est-à-dire que la reverse logistique n'a pas de contrainte de cut-off déjà. On a quand même dans nos horaires, parce que là je vous ai vendu la boule à facettes, et après il y a quand même le côté pragmatique de dire on a des camions qui arrivent le matin et des camions qui partent le soir. Donc on a bien des gens qui travaillent en équipe aussi, des gens qui travaillent de nuit, qui produisent, mais on a des horaires de 6h à 14h à peu près, je schématise, mais on a aussi des horaires à 7h, 8h, 9h, 10h, plus une trentaine de personnes qui, elles, viennent quand elles le veulent dans la journée, avec une seule contrainte qu'on leur demande, c'est d'être là à 13h pour les briefs d'équipe, de 13h à 13h30. Donc elle peut arriver à 13h et partir à 20h30, elle peut arriver à 6h et partir à 13h30. Tout ce qu'on va demander à cette équipe-là, c'est d'être là à 13h. Voilà, d'être présente à 13h, de 13h à 13h30. Voilà. Donc ce n'est pas simple. C'est de la gestion quotidienne, c'est pour ça que l'outil va nous aider à ça aussi, mais par contre c'est un véritable vecteur pour recruter plus facilement, parce que du coup vous allez vous adresser à toutes les personnes, les personnes avec contraintes, que ce soit les cellules monoparentales ou des couples avec enfants, enfin comme tout le monde, et puis il faut le poser à l'école, et puis un coup c'est bon, un coup c'est toi, un coup c'est moi, mince on s'est pas raté, c'est pas moi c'est toi, ah bah zut mais moi j'ai un rendez-vous, bon moi je suis tranquille, j'ai pas d'horaire. Voilà, et ça change tout dans l'approche. Après, une fois que la personne elle arrive sur le site, on est quand même déjà dépollué d'une certaine zone de stress. J'arrive, c'est à 7h, 7h05, 7h15, 9h30, je me suis mal réveillé, j'arrive à 10h et puis voilà quoi. Si ça répond à votre question. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si mon micro assis, ça remarche. Merci beaucoup à Stéphane et François pour nous avoir fait partager cette approche à la fois, on l'a bien compris, résiliente, mais aussi humaine et performante de la logistique. Et donc, c'est qui augure aussi d'une autre logistique que celle qu'on voit dans les entrepôts très automatisés et qui a aussi sa place dans l'e-commerce de demain. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci.